happy to present again this work to you. And I will speak in English. The slides are in English, but I will try to also translate a bit simultaneously in French. So don't worry if you see that I switch between the two languages. Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis très content de présenter le projet, les résultats de nos recherches au Burkina Faso, qu'on fait en collaboration avec différentes institutions locales au Burkina Faso. Les slides sont en anglais et je vais parler en anglais et en français au travers de la présentation. Donc, il n'y aura pas de traduction à la fin, ce serait un petit peu en continu. Donc, je vais directement... Ah ben voilà, là, c'est déjà juste pour un peu remercier tous ces gens qu'on voit à l'écran, tous les collaborateurs, autant en Suisse qu'au Burkina Faso, et surtout ces deux organisations, Nutri et Tipalga, avec lesquelles on a une très bonne collaboration. So here I'll just start by thanking all these people that we see on the screen. So all colleagues and collaborators from Switzerland and from Burkina Faso, and mostly Nutri and Tipalga, these two organizations with which we have such a good collaboration. So to start straight to the topic, so I will start by saying why from Switzerland we have this project in Burkina Faso in the first place. So maybe you are familiar with the Global Flyways and the Convention of Migratory Species, which is the Bonn Convention. Bonn is located in Germany. So you have different flyways and different instruments that are linked to these flyways. And maybe you are familiar with AWA, so the instrument for water birds, or the instrument for raptors, and there is one for land birds. So essentially, it's all the migratory birds that are not seabirds or water birds and not raptors. So it could be passerines or bee-eaters and even storks or bustards. They also count as land birds. Donc peut-être vous êtes familier avec ces grands flyways, ces grandes routes migratoires, et aussi avec cet instrument qui s'appelle la Convention d'espèces migratrices ou Convention de Bonn. Et il existe différents instruments qui sont sous cette convention, comme des accords sur la protection des oiseaux des milieux humides ou sur les oiseaux de proie. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur ce troisième accord que je vois qu'on a en bas, qui s'appelle AMLAP aussi. Et c'est ce plan d'action qui prend en compte tous les oiseaux dits terrestres, tous les oiseaux migrateurs terrestres. Donc, ce sont tous les oiseaux qui sont ni des oiseaux marins ou aquatiques et qui ne sont pas des rapaces. Donc, ça vient vraiment des passereaux aux guêpiers, comme on voit le logo, jusqu'aux cigognes ou aux outardes. Et en fait, la Station ornithologique suisse, on coordonne ce plan d'action international depuis 3 ou 4 ans. Et ce plan d'action vise vraiment à conserver ces oiseaux migrateurs terrestres tout au long de leur cycle de vie, sur toute leur répartition, autant sur les zones de nidification que sur les zones migratoires et là où ils passent le reste de l'année. Ça concerne autant les espèces européennes qui migrent en Afrique, mais aussi les espèces qui migrent à l'intérieur de l'Afrique, les migratrices intra-africaines. Et pour favoriser ces espèces, on travaille à différents niveaux, autant au niveau de la restauration des habitats, conservation des espèces très ciblées ou le monitoring, et aussi pas mal sur la communication, l'éducation et la sensibilisation du public. So, the Swiss Ornithological Institute is for a couple of years coordinating this action plan for migratory land birds. And with this project, this action plan really aims at protecting these land birds across their full annual life cycle, across their whole distribution. So from where they breed to where they migrate, migratory stopover sites, and where they spend their non-breeding times. And this is true for both birds that migrate, for instance, from Europe to Africa, but also for intra-African migrants. And to protect these species, to protect these birds, we have different ways to do it, from habitat restoration to targeted species conservation measures, or research and monitoring, and also to communication, education, and public awareness. And
I will go fast there because I think we have seen this multiple times in 34 birds already. But as you may know, long distance migrants, so migratory birds that migrate over longer distance, typically, for example, from between Europe to sub-Saharan Africa, are suffering stronger declines than resident species. Donc les espèces migratrices au long cours, celles qui, par exemple, migrent entre l'Europe et l'Afrique subsaharienne, elles ont un déclin qui est plus important que les espèces résidentes. Elles souffrent plus. Et ce déclin, il est dû à différentes choses. C'est très difficile de protéger ces espèces migratrices à longue distance parce qu'elles ont besoin ou elles peuvent être exposées à des menaces tout au long de leur cycle de vie. Ça peut être sur leur zone de nidification, pendant leur migration, pendant leur zone d'hivernage. Elles souffrent pas mal du changement climatique ou par exemple de la chasse illégale et aussi d'autres aspects comme la dégradation des habitats et la perte des habitats. C'est pourquoi on acte à ces différents niveaux, comme j'ai dit avant, autant du monitoring de ces espèces que comprendre leur route migratoire, comprendre un peu plus leur écologie, donc pas seulement où elles nichent, mais aussi où elles hivernent, où elles migrent, et après avoir des mesures concrètes de conservation ou de restauration. So yeah, these migratory species, they decline faster than residents because they face multiple threats along their life cycle and across their whole distribution. So they could face threats linked to habitat degradation and loss, both, for instance, in Europe, but also in sub-Saharan Africa, for instance, in the Sahel zone. They also are very sensitive to climate change, and they also face other threats like illegal killing. And to protect them, we have to act at different levels. So from monitoring to better understanding of their migratory routes and maybe some migratory hotspots where they concentrate at different times of the year. Also having a better understanding of their ecological needs and conservation challenges. And then we have to devise concrete conservation actions or restoration measures. And today I will mostly focus on this last point. Here, maybe you already seen this graph because Jan Rim already presented his PhD work on the northern wheatear in 34 birds. So typically the northern wheatears that he studies, they would breed in a alpine habitat like this in Switzerland, and then they cross the Mediterranean Sea and the Sahara to spend their non-breeding times in the Sahel zone. And they actually use totally different habitats, so from alpine habitats to the Sahel, and they are sensitive then, or they may face threats across their whole journey. Donc cet exemple que je montre ici du trachémoteux, vous avez peut-être déjà vu même cette carte, parce que c'est le travail de Jan Rim, et il a aussi présenté son travail de doctorat à Friday for Birds. Et le trachémoteux, on comprend bien maintenant sa migration. Et ici, depuis les prairies alpines, où il a été capturé en Suisse sur ses sites d'identification et équipé de loggers, on voit qu'il passe au-dessus de la mer Méditerranée, du Sahara, et pour se rendre dans certaines zones du Sahel. Et du coup, il utilise des habitats complètement différents à des moments différents dans l'année, et ce qui le rend peut-être susceptible à différentes menaces à différents endroits. Ça rend toute cette situation très complexe. Donc maintenant, je vais me focaliser sur le Sahel. Le Sahel, qui est malheureusement très connu pour subir une forte dégradation et désertification des habitats due à l'action combinée du réchauffement climatique et de l'activité anthropique, surtout due au surpâturage et à la déforestation. So now focusing on the Sahel zone for the talk of today. The Sahel is sadly famous for being harsh environment because it suffers from a combination of suffers high land degradation due to the combination of climate change and human activities, mostly overgrazing and unsustainable resource uses, mostly deforestation. So there are different initiatives to restore degraded land and to stop the advance of the desert in the Sahel zone. The main and the most the flagship initiative is a Great Green Wall. So here we see the line of the Great Green Wall stretching from Senegal to Djibouti, with the aim to restore habitats across these whole huge areas
to stop the advance of the desert. And this project is actually a melting pot of different initiatives using different techniques. We've seen, for example, last week, also a nice presentation on the farmer managed assisted regeneration. That would also be a kind of technique that is used within this framework. Today, we'll focus on something else. I'll just come to it in a minute. Donc, le plus grand de ces projets, peut-être le plus connu, pour restaurer les terres dégradées dans la zone du Sahel, c'est vraiment ce projet de la Grande Muraille Verte. C'est un projet immense qui couvre la zone du Sénégal jusqu'au Djibouti. Et dans ce projet, il y a plein de différentes manières, différentes techniques pour restaurer les habitats dans ces zones-là. Par exemple, une des techniques, c'est ce qu'on a vu la semaine passée dans la présentation, avec vraiment cette approche où les paysans font de la régénération naturelle assistée. Et aujourd'hui, je vais présenter une autre de ces techniques qui est due au travail de ces deux organisations, Nutri, qui est une organisation suisse ou basée en Suisse, et son organisation partenaire au Burkina Faso, Tipalga. Et ils font plein de choses. Ils font aussi ce qu'on a vu la semaine passée, c'est cette RNA. Mais ce qu'on va se focaliser aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle en français les mises en défunt. Ces espèces de clôtures, d'espaces clôturés d'environ 3 hectares, sont en fait des champs que les paysans aimeraient, on va dire, renaturer de manière passive. Donc, c'est assez simple la manière dont c'est fait. Il faut juste établir une clôture autour pour empêcher les grands herbivores domestiques, enfin, on va dire juste le bétail, et de venir pâturer ces zones-là et laisser la végétation se restaurer naturellement. C'est vraiment une méthode dite passive. Ici, on voit par image satellite certaines de ces mises en défense, on les voit très clairement, ce sont ces espaces, ces carrés verts. Et on voit qu'en dehors, il n'y a pas de végétation. On voit aussi une image prise depuis la Terre. On voit vraiment un immense contraste entre ces deux zones. Et la seule intervention qui sont faites là-dedans, c'est d'exclure le pâturage. Sinon, ces deux organisations font aussi d'autres projets qui sont plutôt liés sur une utilisation durable des ressources, par exemple avec des projets de foyers améliorés qui consomment ou qui nécessitent moins de bois pour aussi réduire l'impact des familles paysannes ou des ménages. So today we focus on the work of two partner organizations, Nutri, based in Switzerland, and their partner organization Tipalga, based in Burkina Faso. And they do multiple activities, including similar things to what we've seen last week. But we will focus mostly on their grazing exclusion. So essentially, this is what we see here is just an area that is fenced to exclude the cattle, the livestock to graze, and let the natural regeneration to naturally recover. So this is a passive method, and it's actually very successful. We see it from the picture that here, inside the fenced area, we see nice and healthy recovered vegetation, whereas outside it's drier, it's almost barren land. We also see it from satellite images. These two organizations, they do also other things like improve traditional oven that also aims at reducing the footprint of these farming households because they need less wood for cooking, for instance. So essentially, I just already explained this. Something very important is that the land still belongs to the farmer. It's just the farmer. It's as a farmer initiative who asked Tipalga to have support in building this exclosure and then for technical advices on how to manage it. But the land, like it's the farmer stays the owner of the land and can remove the fence at any time. And usually they don't because you will see they get so many benefits from it. And as of now, there are between 500 to 400 to 500 of these grazing exclusions, and they all about 3 to 4 hectares.
Donc, quelque chose de très important que je n'ai pas encore mentionné par rapport à ces mises en défin, c'est que la terre appartient toujours à la famille paysanne. C'est en fait la famille qui fait une demande à Tipalga pour avoir leur soutien, leur accompagnement technique pour établir cette clôture et savoir comment la gérer au mieux possible. Mais la terre leur appartient, ils peuvent enlever cette clôture s'ils ont envie de quitter le projet. En général, ils la gardent parce que vous allez voir, ils en tirent des très grands bénéfices. Mm. Donc ici, c'est quelques photos pour illustrer ce processus. Donc ici, on voit la terre avant l'établissement de la mise en défin. Donc d'abord, on établit la clôture comme ça. Les clôtures, souvent, elles sont établies de manière communautaire. Il y a tout le village qui vient aider à tisser la clôture. Donc avant l'établissement, là, voilà, qu'on creuse pour les piquets de la clôture, etc. Et après quelques années, on voit vraiment la végétation qui est restaurée à l'intérieur de la clôture. Il faut se dire que ces clôtures sont toujours établies dans des endroits qui sont nus, pas des endroits où il existe déjà des forêts ou des choses comme ça. C'est vraiment le but de restaurer des terres très dégradées. Donc, here's some pictures to illustrate the establishment of a grazing exclusion. So all these grazing exclusions are established on degraded land, so there was no forest before. You can see here when they start establishing the fence. Here it's also like when they have to dig, etc., to install the poles. And then here's the villagers or the local community weaving the fence. And after a couple of years, you see the vegetation that is increased inside the fence, inside the grazing exclusion, but not outside. And the effect is very obvious when you are in the ground. And on top of that, with the support of Tipalga, the farmers are trained to valorize their product that can be sustainably cultivated or not cultivated, but harvested within the grazing exclusion. So, for example, they can still mow manually and harvest the fodder. They can maybe use some traditional herbs for traditional medicine, or they can be trained to do apiculture. Maybe the most important economic things is the use of shea butter, which has high market values. And Tipalga is really supporting these farming families through this process. And this is one of the main reasons why the farmers get a lot of benefits from its grazing exclusion. Donc ici, Tipalga ne soutient pas uniquement les familles paysannes pour l'établissement de la clôture, mais aussi les accompagne ensuite pour valoriser tous ces produits qu'on peut dériver, parce que les familles peuvent toujours utiliser leurs terres, elles le font juste de manière durable. Par exemple, les animaux ne peuvent pas rentrer, mais elles peuvent collecter le fourrage pour nourrir leurs animaux. Elles peuvent aussi toujours collecter des plantes à l'intérieur et les vendre, ou Tipalga aussi entraîne les paysans à faire de l'apiculture. Et peut-être l'activité la plus importante d'un point de vue économique, c'est le beurre de karité. Et toutes ces raisons, de pouvoir valoriser vraiment les produits avec des activités génératrices de revenus font que ces mises en défin ont un impact très positif sur les familles paysannes. Donc pour notre étude, ici on voit une image vue d'un drone. C'est une mise en défin au milieu ici. On a voulu regarder l'effet de ces mises en défin sur différents aspects, surtout sur la flore, sur les arbres, disons, sur les oiseaux, et aussi sur les familles paysannes à travers l'utilisation durable de ces ressources, comme on vient de le voir. So for our studies, we looked at different things, mostly the effect of grazing exclusion on trees, on birds, on the avifauna, and also on local communities through the use of natural resources. So for our design, we did multiple surveys, so tree inventories, but also birds and socioeconomic surveys within the grazing exclusion and in different control habitats. Donc, on a fait des recensements d'oiseaux, des inventaires d'arbres et aussi des enquêtes socio-économiques dans les mises en défin, mais aussi dans des sites témoins, des sites contrôle. Et ici, si je montre les premiers résultats pour les arbres, on voit très vite que
il y a une plus grande diversité d'arbres dans les exclusions, dans les mises en défin que dans les sites contrôle, et aussi que la densité d'arbres augmente au fil des années dans les mises en défin, mais pas dans les sites contrôle. Donc on peut vraiment très vite voir un effet très positif, et c'était déjà évident sur les photos, sur les arbres. So here some result on the trees, so we can see directly that this grazing exclusion has a positive effect on tree diversity, for instance here on tree richness, that is increased within the grazing exclusion compared to control sites. And also we can see that tree density is increasing through time within the grazing exclusion, but not outside in the control site. So we can show that there is a strong positive effect on trees. That was already obvious from the pictures. Now moving to the birds, which is our main topic of today. On va s'intéresser maintenant aux oiseaux, qui sont l'aspect principal d'aujourd'hui. Pour les oiseaux, on a fait des recensements à 2 saisons, parce qu'on on était vraiment intéressé à voir cette dynamique saisonnière des oiseaux. Et les effets de ces mises en défin sont peut-être différents entre la saison sèche et la saison plus humide, donc juste après la saison des pluies. So for the birds, we were highly interested into also looking at different seasons because we wanted to see whether the effect of the grazing exclusion would be different between the dry season and the more wet season right after the rainy season. And to do so, we use passive acoustic monitoring. I will show you in a minute how it works. Here, we can hear the song of a nightingale. So I show this because passive acoustic monitoring is like birds, they produce vocalization that are unique for every species. So it's a very useful way to monitor biodiversity and birds. On a fait ces recensements d'oiseaux avec la méthode du suivi acoustique passif, qui est une très bonne méthode parce que comme on voit avec ce rossignol, ici on voit son sonogramme, ils ont tous un chant unique qui permet de les identifier avec ces différentes méthodes acoustiques. Donc pour notre étude, on a fait des enregistrements acoustiques. Ici on voit un de nos enregistreurs. Et après, on a dû manuellement annoter précisément 54 heures d'enregistrement et identifier, ici on voit un spectrogramme, et identifier visuellement, en écoutant, toutes les espèces d'oiseaux qu'on écoutait dans ces enregistrements. So in our study, we use passive acoustic monitoring, and we had to listen to 44 hours of acoustic recordings and to manually identify all the birds' vocalization. And we had to do this because artificial intelligence was not working, at least not yet, at the time to identify these species. But this is how we would do it now, because now it's a bit improved. It's a field that is it's moving very fast. So yeah, we have a birds producing a vocalization that is captured with what is called an autonomous sound recorder, from which we derive sound and metadata. So here this is how we visualize the sound with a sonogram or a spectrogram, it's synonyms, from which there is a Burnett algorithm, so artificial intelligence that will automatically classify each of these calls into different species, and then we have some validation to do, and then we can find which species it is. And this process is very, very efficient, and this reduces a lot the time that we have compared to me, what I had to do listening to all these hours. Now it's much more efficient. Donc maintenant, si on devait répéter l'étude, on ferait différemment parce que ces algorithmes commencent à fonctionner. C'est pas encore parfait, mais ça commence à fonctionner aussi pour les espèces africaines. Donc, comment ça marche? C'est un oiseau chante, on capture son chant avec des enregistreurs acoustiques, desquels on extrait le son et ces données, ces spectrogrammes, qui sont utilisés par des algorithmes d'intelligence artificielle qui vont nous dire de manière automatique classifier chaque chant dans différentes espèces. Et après, on doit faire quand même quelques validations pour vérifier que les espèces sont correctes, mais c'est un processus qui est très efficace et très rapide. Et ce monitoring acoustique a différents avantages comparé au monitoring classique. Vous savez que ce sont des humains qui doivent se rendre sur place. On peut couvrir une plus grande phénologie temporelle, par exemple ici sur la journée, et on sait que l'activité des oiseaux
elle pique un petit peu après l'aube, et on peut vraiment capturer cette phénologie. So passive acoustic monitoring has multiple advantages over traditional methods like visual observation, because we can better account for this temporal phenology of the birds. So here I show for every species, but every species, all species, but now if we focus to these 4 species, every species has different vocal activity throughout the morning. And using passive acoustic monitoring, we can increase this temporal coverage, and it's better to monitor different species, for instance, both nocturnal and diurnal species. Whereas when it's human observer, usually we always miss some species because it's not necessarily sing when we are out there in the field. Donc ici, on voit l'activité pour différentes espèces, quelques exemples. Et typiquement, quand on va sur le terrain, qu'on fait des recensements visuels, on pourrait manquer quelques espèces, par exemple espèces nocturnes comme les engoulevents, ou des espèces qui ont des phénologies un peu particulières. Et ces méthodes de suivi acoustique permettent d'augmenter la durée temporelle du recensement et de recenser plus d'espèces. Après, on peut même se pencher, on peut même augmenter on va dire la temporalité au fil des saisons, et par exemple étudier l'activité vocale des espèces diurnes et aussi entre les saisons. Par exemple, ici, c'était une étude sur les lagopèdes en Suisse, mais on pourrait faire la même chose sur l'espèce africaine. We could also study the vocal activity across one day, but also across the whole season, and study different vocal activity patterns. So this would be less for our work, but if we were highly interested into one species, for instance. So this work was for the rock ptarmigan in Switzerland, but we could do the same for different species in Africa. Now coming to the actual results, so we could show that grazing exclusion were benefiting birds. We could find more species, or higher bird species richness inside grazing exclusion than in control sites in the wet season. But actually, this difference was stronger during the dry season, where resources are limited. So this suggests that grazing exclusion could act as an ecological refuge. So when you have a lot of resources after the wet season, they can still survive in the degraded landscape. But when the conditions are more difficult, when there are less resources, maybe they move within the grazing exclusion. So this also shows that it's very important to consider different seasons when we study birds, and not only focusing or doing our study in just a single season. Donc nos études ont démontré qu'il y avait plus d'oiseaux dans les mises en défunt, mais que cet effet positif des mises en défunt était plus fort lors de la saison sèche, quand les ressources sont limitées, suggérant que peut-être ces mises en défunt agissent ou ont un rôle de refuge écologique pendant la saison sèche. C'est-à-dire que quand il y a plein de ressources autour, peut-être que les oiseaux peuvent toujours survivre un peu dans ces habitats dégradés, et qu'après ils se concentrent dans ces habitats, dans ces mises en défunt, quand les conditions deviennent trop difficiles. Ça démontre vraiment que c'est très important d'étudier les oiseaux sur différentes saisons et pas que se focaliser sur une seule saison, parce que les effets peuvent varier entre les saisons. Après, on a regardé l'effet de ces mises en défunt sur toutes nos espèces d'oiseaux. Donc, vous avez vu avant, il y en avait 87 qui ont été enregistrés. Ici, je montre juste pour une dizaine, quelques exemples. Et pour chacune de ces espèces, on a pu les classifier si elles étaient des espèces gagnantes ou perdantes de ces mises en défunt. Donc, je vais d'abord aller en français, après je vais expliquer en anglais. Donc, on a regardé les espèces qui étaient des espèces gagnantes, donc ces espèces qui sont ici mises en vert. Et les espèces gagnantes étaient typiquement les espèces insectivores. Ce sont donc des espèces qui sont favorisées par les mises en défunt, qu'on a plus souvent retrouvées dans les mises en défunt que dans les sites contrôle. Les espèces nectarivores, les espèces frugivores et les migrateurs paléarctiques, dont les espèces qui nichent en Europe, comme le rouge-coffron blanc ou le Pouillophytis ou le rossignol. Donc c'était une très bonne nouvelle pour la station ornithologique suisse. Et on a aussi pu identifier quelques espèces qui étaient des espèces perdantes, donc des espèces qui étaient défavorisées ou qu'on trouvait plus à l'extérieur de ces mises en défunt. Et c'était souvent les espèces des milieux ouverts, comme les alouettes ou les vanneaux, qui évidemment ne survivent pas ou n'aiment pas ces zones qui sont
trop boisées. Et avec cette méthode, on pense qu'il y a vraiment un très gros potentiel de définir des espèces indicatrices qui pourraient être utilisées pour évaluer le succès des activités ou des projets de restauration, typiquement dans la Grande Muraille Verte, par exemple. So, with our study, we're able to define winners and losers of grazing exclusions. So these are species that we classified. So species that we classified as winner here in green were species that we found more often that are higher probability to be found inside the grazing exclusion, and the losers here colored in orange, species that were more likely to be found in the control sites. And we see typical winners, so species that we found more in grazing exclusion would be, if I go back, the insectivores, the nectarivores, the frugivores. Maybe they have more resources for all the species. Also good for us at the Swiss Ornithological Institute, also the long-distance Palearctic migrants like nightingale or willow warbler or common redstart. But we also could find some losers, so species that do better outside of the grazing exclusion. And these were open habitat species like larks and lapwings, because these species, obviously, they don't like habitat where tree density is too high, and they prefer this more open habitat. And we really think that using these methods, we are still working a bit on it to find the best analysis to do it. We would be able to define indicator species that could be used to assess the success of restoration efforts, for example, in the Great Green Wall. And in the future, in the hopefully near future, we'll be able to have or to set up acoustic recorder in the field that with an AI algorithm such as BirdNet that is directly integrated within the recorder. Maybe it will be powered by solar panel and connected to Ethernet to, I don't know, 4G, 5G, and send data in real time to our smartphone and making it a very good method for bird monitoring, but also, for instance, to evaluate the success of any conservation or restoration method. This is something that starts to work in Europe, but I think within the next couple of years, something that would also work in Africa. Donc, dans le futur, peut-être futur relativement proche, d'ici quelques années, on pourrait imaginer avoir des enregistreurs acoustiques autonomes qui sont mis dans le terrain, qui sont autonomes parce qu'il n'y a plus besoin de batterie, il y a des panneaux solaires, il y a l'intelligence artificielle, par exemple BirdNet, qui est déjà intégré dedans. Ça envoie des données sur un site ou sur nos téléphones directement par Internet et ça nous donne en temps réel les oiseaux qui sont présents sur un site. Et cette méthode pourrait être très, très utile pour monitorer les oiseaux simplement ou par exemple pour évaluer nos activités de conservation ou de restauration. Donc maintenant, je vais parler plus de l'effet positif sur les communautés locales, sur les familles paysannes, parce que pour tous les projets, pour que n'importe quel projet soit durable, évidemment, il faut qu'il soit aussi, qu'ils aient aussi un bénéfice pour les communautés locales. Et ce travail est surtout le travail d'un ancien étudiant de master qui a fini maintenant, Roland Caboret, qui a fait ses études au Burkina Faso. So now I will focus more on the human side of things, because for any conservation measure or project to be successful, it needs to also be beneficial for local communities. And what I show is mostly the work of Roland Caboret, a former master student. And so Roland did field inventories and also socioeconomic surveys. And we could see that, as we've seen before, that grazing exclusion promote tree richness, tree density, also are beneficial for the birds. We could also show that it has a huge effect on the family owning the grazing exclusion, with almost doubling their annual income, which is like really a massive effect. So Roland, l'étudiant de master, il a fait des études, il a fait des inventaires forestiers, on a regardé les oiseaux et il a aussi fait des enquêtes socio-économiques. Et on peut voir, comme on l'a vu précédemment, un effet positif sur les arbres, donc sur la diversité des arbres, sur le nombre
la densité des arbres à l'intérieur des mises en défunt, un effet positif sur les oiseaux, mais aussi, très important, l'effet positif sur les familles paysannes. Et on peut voir que les familles qui sont propriétaires d'une mise en défunt voient leur revenu annuel presque doubler. C'est vraiment immense et ça fait une immense différence pour ces familles. Et si ce revenu double, pratiquement, on a pu lier ça aux différents services écosystémiques, donc aux différents produits ou services donnés par la nature dans ces ressources naturelles, dans ces mises en défunt, qui peuvent être utilisés par les familles paysannes et qui peuvent être, par exemple, vendus ou valorisés de manière directe. Et c'est ces ressources-là, avec le support à long terme de type alga, qui fait que ces mises en défunt permettent de doubler le revenu annuel d'une famille. So with our study, we could show that there was a link between the ecosystem services that were derived from all the natural resources sustainably used within the grazing exclusion, along with the long-term support from TIC-PALGA. And this would account for this massive gain in annual income that is having a huge positive impact on the farming families. So here, a bit inspired from the talk from last week, I did also some interviews of the farmers. So just hear what this man Seydou said. It's written both in English. It's a translation from the local language More, but he said that this barren land belonged to our ancestors, but nobody had cultivated for a long time. Since Tipalga's support, I have benefited enormously from this land. So he really said that before, when his parents and grandparents, they couldn't cultivate this land anymore. It was too degraded. But he, with the support from Tipalga, managed to grow tree. I mean, the tree grew naturally, but he managed to have trees in his land. And around this grazing exclusion, he was also able to grow crop. And this largely improved his livelihood. Donc, j'ai aussi fait quelques interviews un peu inspirées de ce qu'on a vu la semaine passée, des paysans qui bénéficient des partenaires de Tipalga. Et par exemple, ce monsieur qui est un bénéficiaire MED, Seydou Ouedraogo, il disait vraiment que à l'époque de ses ancêtres, ses parents, ses grands-parents, ils ne pouvaient plus rien cultiver. Cette terre était stérile. Et depuis l'appui et le soutien de Tipalga, les arbres sont revenus. Il a aussi pu recultiver sa terre et ça a énormément contribué à améliorer ses conditions de vie. Donc vraiment un message d'espoir, un peu comme on a vu la semaine passée. Bon, pour conclure, ça montre vraiment qu'il faut penser à ces espaces multifonctionnels dans lesquels la nature et les hommes peuvent cohabiter, on va dire, qui sont utilisés de manière durable. Ça montre aussi qu'il faut restaurer ces habitats et promouvoir des modèles durables d'utilisation des ressources si on veut conserver les oiseaux migrateurs, aussi les oiseaux migrateurs qui nichent en Europe. Et aussi le potentiel du suivi acoustique pour monitorer les oiseaux et peut-être définir des espèces d'oiseaux indicatrices qui pourraient être utilisées pour évaluer le succès de ces projets de restauration. So to conclude, we show that we need multifunctional landscapes where people and biodiversity can coexist and where resources can be used in a sustainable way. And we need this also to promote migratory birds, also birds that breed in Europe and spend their non-breeding times in the Sahel zone. So not only to focus in Europe to protect these species, and also we emphasize the potential of using passive acoustic monitoring just to monitor birds in general, and also maybe in the future to define indicator bird species that can be used to assess the success of restoration measures. So the project continues. I've seen that Clément Dabonnet joined the call. So now we have collaboration with the University Joseph Kiderbo in Ouagadougou with Clément Dabonnet. And there are two master students that
that studies the link between birds and fruit, how birds could disperse fruits, and maybe also the role of birds within grazing exclusion, whether they were providing services, so dispersing fruits or eating pests, or disservices, for example, eating the crops of the farmers. And we use different techniques such as bird monitoring, also camera traps, and mist netting. Donc le projet est continu. On vient de commencer l'année passée une collaboration avec l'université Joseph Kizerbo à Ouagadougou, avec Dr Clément Dabonnet. Et en ce moment, il y a 2 étudiants de master qui travaillent sur ce projet, Chantal Comberé et Raimo Drago, qui étudient les liens entre les oiseaux et les graines à l'aide de caméras trappes et d'observations directes. Donc vraiment savoir quel oiseau disperse quelle graine, ce serait un peu le but. On regarde aussi, on est aussi intéressé à regarder quel oiseau donne des bénéfices, des services écosystémiques ou peuvent causer des dégâts aux récoltes, par exemple. Et après, discuter ces résultats-là avec les familles paysannes. Donc pour ça, on fait, voilà, comme j'ai dit, on utilise des pièges photos, des recensements d'oiseaux et aussi du piégeage au filet japonais. Et avec ça, j'aimerais vous remercier pour votre attention et je suis prêt à recevoir vos questions.